Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, on va discuter de la place de l'optimisation technique en powerlifting et pour cela, nous serons en compagnie de l'un des membres de la team Nikaya Powerlifting en la personne de Johan. Alors Johan est en Master 2 entraînement et optimisation de la performance sportive et il est lui-même athlète de powerlifting. Il est également coach de force et il a récemment accompagné plusieurs athlètes au championnat de France junior. De notre côté, Benjamin et moi serons les représentants de Strength Development. Vous pourrez retrouver les liens vers le Instagram de Johan et celui de sa team, ainsi que les nôtres, en description de ce podcast. N'hésitez pas à partager ce podcast et à nous laisser une note sur les plateformes de streaming ou un like sur YouTube. On espère que vous apprécierez cet épisode autant que nous on a aimé le préparer, et on vous souhaite une agréable écoute. Alors pour commencer, on va vous faire une petite définition de ce qu'est la technique et l'optimisation technique. Et ensuite, on pourra enchaîner sur le cœur même du podcast. Donc, on va discuter un petit peu autour de cette thématique-là. On va donner nos avis sur différents aspects. Donc, Yohan, je te laisse la parole puisque tu voulais commencer. Ouais, tout simplement, la technique pour moi, ça va être tous les éléments qui vont vous permettre de lever plus de charges si on considère la chose à court terme. Donc ça comprend deux catégories d'éléments. Je dirais les éléments qui concernent votre position et les éléments qui concernent l'intention avec laquelle vous allez tirer sur la barre ou effectuer votre squat ou votre bench. Donc par exemple pour la position, ça peut être l'écartement de vos pieds au squat ou la position de la barre sur votre dos. Et puis pour ce qui concerne l'intention, ça va être plutôt la vitesse, comment vous allez, quelle énergie vous allez mettre dans la barre que vous allez soulever. Ouais, tout à fait. Et puis même, même au-delà simplement de l'énergie, voilà comment vous appréhendez le mouvement en lui-même. Par exemple, sur un soulevé de terre, est-ce que vous êtes patient au démarrage? Est-ce que vous cherchez à maintenir la position, puis à mettre plus de vitesse? Ou est-ce qu'au contraire, voilà, vous envoyez toute l'énergie dès le démarrage? Donc voilà, et pour moi, effectivement, il y a ces deux aspects bien séparés dans la technique, qui sont la position et ensuite voilà, la façon dont vous appréhendez le mouvement et dont vous l'exécutez. Ouais, et dans la continuité de ce que vous dites, je dirais que la technique, ça va regrouper un petit peu tous les éléments fondateurs de votre mouvement. Donc, par exemple, ça va être la mise en tension au soulevé de terre, le bracing au squat, et voilà, tous ces éléments-là qui sont immuables et dont on reparlera plus tard. Alors que l'optimisation technique, c'est ce qui va venir un petit peu peaufiner ou ce qui va venir exacerber tout ce que vous avez mis en place auparavant ou ce qui va faire en sorte que votre athlète se sente mieux, ce qui va faire en sorte que votre athlète se sente plus fort. Encore que sur le premier point, se sentir mieux, c'est parfois pas la bonne solution ou la bonne approche. Mais voilà, dans tous les cas, l'optimisation technique, c'est ce qui va venir compléter tout ce que vous aurez fait dans un premier temps et qui est censé améliorer tout ça, quoi. Ah, et dernier point pour ma part, la technique, c'est pas quelque chose d'inné. On ne naît pas avec, c'est quelque chose qu'on acquiert avec l'expérience, avec le temps, avec la pratique surtout. Donc, malgré qu'on pratique des gestes assez simples finalement, donc on va pousser une barre allongée sur un banc, on va pousser une charge avec la barre sur le dos et on va tirer une charge à partir du sol. Ça paraît facile à appréhender comme ça, mais il y a beaucoup de petits tips, de petites astuces, de conseils, de cues qu'on peut mettre en place, qu'on voit parfois sur les réseaux sociaux, qui permettent justement de produire de la force de manière plus efficace, plus efficiente, et qui rend le mouvement plus facile à réaliser, ou du moins qui laisse, qui fait en sorte que l'athlète porte plus lourd. Ouais, tout à fait. Et puis donc là, c'est vrai que l'objectif après du podcast, c'est d'aller parler justement d'optimisation technique. Donc pour moi, quand on parle d'optimisation, bah, ça veut dire de faire des changements qui vont aller dans le sens positif au niveau de la performance. Donc l'optimisation technique, ça peut être justement de modifier ce positionnement sur un mouvement, mais aussi de modifier la façon dont on conçoit le mouvement et dont on le réalise. Euh, donc notamment, voilà, va des cues, des conseils techniques voilà, qui peuvent venir du coach et qui sont ensuite mis en place par l'athlète. Donc l'optimisation technique, ça va être voilà, l'amélioration de sa position, de son intention sur les mouvements, afin voilà, d'augmenter ses performances. Ouais, voilà, pour moi, l'optimisation technique, c'est un peu le peaufinage avec le temps de tous ces éléments que l'athlète va se définir un petit peu plus dans sa technique. Ouais, c'est bien que tu parles de notion de temps parce que je pense que c'est très important dans le sens où
souvent on voit des athlètes qui se laissent pas le temps d'optimiser leur technique ou alors qui veulent faire ça beaucoup trop rapidement. Ils se laissent pas le temps d'explorer le mouvement. On va dire qu'ils vont essayer une cue, ça va pas marcher sur l'instant. Ils vont croire que ils vont l'éliminer quoi, alors que ça se trouve ils l'ont mal faite ou ils l'ont mal appliqué, mal mis en place. Donc je pense que l'optimisation technique, faut la concevoir sur un temps assez long. Voilà, je pense qu'on sera bon sur les définitions. Maintenant, on va passer aux aspects un petit peu qui entourent tout ça. Et on va commencer par une première question. Est-ce que vous, les gars, vous pensez qu'il y a des éléments immuables, donc des éléments, des choses qu'on peut pas retirer, des socles sur lesquels on doit s'appuyer pour apprendre la technique à un athlète, à un individu? Ou au contraire, vous pensez que c'est un cadre assez large dans lequel on peut évoluer et que on va pas forcément retrouver tout le temps les mêmes bases? Oui, totalement. En fait, je pense que tout ce qui va apporter de la stabilité sur le mouvement de l'athlète, ça va être une base commune à tous les mouvements, tous les athlètes. Donc on va pouvoir retrouver la notion de bracing qui va apporter de la pression et du gainage sur tous les mouvements. On peut parler du routing quand on est au squat ou au terre, toujours dans cette notion de stabilité en fait. Ouais, après, moi, je vois quand même un élément immuable assez important. Comme on a parlé de stabilité avant, pour moi, il y a la notion de placement de la barre, enfin de position de la barre. Donc, qu'on soit au squat ou au soulevé de terre, au-dessus du milieu du pied et au-dessus des omoplates au développé couché. Pour moi, peu importe effectivement la façon dont on va placer ses mains, placer ses pieds, placer la barre sur son dos, pour pouvoir être efficace sur le mouvement et garder son équilibre tout au long de l'exécution. C'est des choses qui me paraissent importantes. On en parle souvent au soulevé de terre parce qu'il y a cette notion de, de hinge et de pas squat son terre, puisqu'à partir du moment où on squat, généralement, on va envoyer la barre vers l'avant et ensuite les hanches vont remonter. Donc ça, c'est l'exemple qui est le plus flagrant. Mais je pense qu'au squat et au développé couché, c'est tout aussi important. Même si au développé couché, voilà, il y a la petite nuance de effectivement le point de touche et le déplacement horizontal de la barre. Mais toujours est-il que normalement, au démarrage et à la fin du mouvement, on doit se retrouver idéalement dans cette position où la barre est au-dessus des omoplates, quoi. Ouais, c'est ça, j'irais même un petit peu plus loin ou un petit peu différemment. C'est que la trajectoire de la barre, la plus verticale possible, elle doit se retrouver finalement le plus proche du centre de gravité. Donc effectivement, bien souvent, c'est le milieu du pied. Mais voilà, c'est une petite nuance que je voulais apporter. Oui, voilà, je suis assez d'accord sur cette recherche de stabilité et même plus généralement le terme stabilité. Je pense qu'il englobe beaucoup des aspects qu'on cherche à mettre en place au début d'un coaching ou pour un débutant, pour quelqu'un qui est en phase d'apprentissage moteur. Et de manière un petit peu plus précise, je pense que un athlète, il se doit de maîtriser la mise en tension de ses mouvements. C'est quelque chose que j'aborde beaucoup avec mes athlètes parce que pour moi, c'est la clé un petit peu de ce qui va engendrer une réplicabilité. Donc, c'est-à-dire à quel point votre athlète va être capable de répéter son mouvement. Si c'est pas se mettre en tension, pour moi, il y a un risque que ces segments se replacent dans une position où ils seront plus à même de produire de la force, peut-être par la coactivation de plusieurs muscles synergistes. Donc il y a cette notion d'ancrage. Par exemple, je pense à l'ancrage des hanches au soulevé de terre, qui fait que vos hanches vont servir de pivot, entre guillemets, à votre buste pour soulever la charge. Et si vous n'avez pas les hanches ancrées au soulevé de terre, par exemple, si vous partez trop bas, dans tous les cas, elles vont commencer à remonter automatiquement. Elles vont se ancrer, mais entre le moment où vous commencez à tirer sur la barre et le moment où vos hanches sont ancrées, votre position s'est déjà défixée et du coup, ça rend le mouvement moins efficace. Du coup, un troisième point qu'on aimerait aborder, et non des moindres, c'est un gros point, c'est les raisons qui peuvent amener à modifier sa technique. Donc, comment concevoir une modification technique, comment l'aborder, etc. Et moi, pour cette question, j'aimerais bien commencer, si vous me permettez. Euh, pour des athlètes qui ont passé le cap de débutant, voire intermédiaire, en fait, pour des athlètes qui commencent à maîtriser un petit peu leur mouvement, je pense que c'est important de leur lâcher un peu de lest, c'est-à-dire de les laisser explorer un peu leur mouvement. Moi, je nous vois plus les coachs en tant que guide. Donc, on va encourager notre athlète peut-être à regarder des vidéos, à s'informer, etc. Lui, derrière, il va revenir vers nous avec peut-être des propositions ou des suggestions. Et nous, notre rôle, ça va être de lui dire, OK, ça a du sens, ça a moins de sens.
Et comme ça, on va procéder un peu par élimination et du coup, on lui expliquera pourquoi, selon nous, telle ou telle méthode, entre guillemets, est plus appropriée pour son cas. Euh, Oui, totalement. Je pense qu'il faut toujours laisser une marge de manœuvre, en fait. Une fois qu'on a réussi à inculquer ces éléments immuables, donc qui vont apporter de la stabilité, les points centraux, à partir de là, il faut lui laisser la marge de manœuvre, d'expérience aussi, et puis il va revenir avec des propositions, et nous, on va valider ou invalider, on va aller explorer peut-être certaines propositions, ou les rejeter dès le début, peut-être que c'est pas du tout pertinent. Et ça, cette proposition, ça va durer tout le temps du coaching. En fait, ça va ne cesser d'évoluer. On parlait de la notion un petit peu de peaufinage avec le temps tout à l'heure. Autant certains éléments n'ont pas dû tout être pertinents à l'instant T, autant peut-être dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 mois, ça va être très pertinent de le mettre en place. ouais, voilà, l'erreur, ça va être de croire que c'est un processus linéaire, alors que en fait, une fois qu'on a acquis certains fondamentaux, on pourra revenir sur d'autres aspects un petit peu plus tard. Et je crois que Ben, tu voulais poursuivre. Ouais, bien sûr. Voilà, les raisons qui peuvent amener sa modification technique, il y en a pas mal. Bien évidemment, ça va dépendre du niveau de l'athlète. Euh, pour moi, la fréquence de changement technique, elle va avoir tendance à diminuer avec le temps, enfin même s'il peut y avoir des fluctuations. Mais plus un athlète va avancer dans sa carrière, plus il va trouver ses repères, plus il va finalement avoir des certitudes au niveau de son exécution, et moins on va apporter de changement. Euh, L'athlète débutant, évidemment, il va falloir plus le guider, il va falloir voilà, être plus au contact, on va dire, de son évolution technique euh, qu'un athlète euh, avancé. Je pense qu'au niveau de la liberté aussi, plus un athlète va avancer et plus on va pouvoir lui laisser de liberté, d'exploration, tout en étant, je le précise bien parce qu'avec certains athlètes ça peut un peu partir dans tous les sens, tout en étant euh, voilà, assez conservateur et voilà, en monitorant la fréquence de ces changements-là, parce que cette fois, ça peut être fait un peu sous le coup de l'émotion. Mais voilà, ça pour moi, c'est quelque chose qui me paraît important. Euh, Après, des raisons qui peuvent amener à modifier cette technique, il y en a pas mal. Bon, il y a la plus évidente qui est la blessure et travailler autour d'une blessure. Exactement, Voilà, donc ça, exactement. c'est un point qu'on retrouve assez fréquemment. Euh, la douleur. Et, euh, et voilà, modifier sa technique, souvent, c'est vrai que quand on voit la technique on voit beaucoup, et ça c'est un truc sur lequel je voulais insister, on voit beaucoup d'athlètes qui sont coachés par des gens, et alors soit ils sont allés vers ces personnes-là parce que voilà, il est jugé compétente, ou c'est des athlètes voilà, qui les impressionnaient, et ils y vont avec la volonté de copier la technique. Donc on voit souvent des athlètes coachés par les athlètes coachés par une personne, euh, majoritairement recopie des éléments techniques. Euh, et, et ça, pour moi, c'est pas forcément quelque chose de sain ou quelque chose vers lequel il faut tendre, parce que la technique d'un athlète, c'est très individualisé et souvent, c'est le résultat de tout un parcours, notamment un parcours qui peut avoir été forgé justement par des douleurs, etc. Moi, je sais qu'il y a plein de modifications techniques que j'ai faites sur mon parcours liées justement à ces douleurs. Et voilà, enfin, finalement, recopier une technique voilà, sans avoir le contexte et les raisons pour lesquelles ces choix-là ont été faits. Et bien évidemment, pas du tout la même morphologie, pas du tout les mêmes points forts qu'un autre athlète. Pour moi, ça me paraît pas pertinent. Donc, modifier sa technique, voilà, ça doit être un processus très lent, notamment plus on avance dans sa carrière de powerlifter, plus ce processus, à mon sens, doit se ralentir et se préciser sur des points qui deviennent de plus en plus détaillés et de moins en moins importants en termes de degré de changement. Pour revenir un petit peu sur le mimétisme qu'on peut voir de certains athlètes vis-à-vis de leur athlète star, entre guillemets, je pense que bon, déjà, il n'y a pas besoin forcément d'être coaché par cet athlète-là pour vouloir mimer cette technique. Et je pense que c'est le plus souvent ce qui arrive, c'est des gens qui voient une technique sur Instagram, ils vont essayer de la recopier. Après, est-ce qu'on peut en vouloir à ces gens-là qui sont débutants, qui n'ont pas forcément l'expérience et le recul pour se dire, ok, ben là, c'est pas forcément le plus approprié? Honnêtement, je pense pas. J'imagine que pour les plus anciens, on est tous, ou on a tous été susceptibles de tomber dans ce piège-là à un moment donné.
Mais comme la force, c'était pas aussi démocratisé que ce que ça l'est aujourd'hui, bah, on voyait pas forcément des techniques optimisées comme on peut le voir à l'heure actuelle, quoi. Et, et finalement, voilà, ces athlètes-là, bon, peut-être qu'ils copient un peu leur athlète préféré, mais à côté de ça, bah, c'est peut-être leur seul référentiel. Ouais, c'est ça, exactement. Et je pense que ça va devenir encore plus comme ça aujourd'hui, où le sport se popularise et finalement, tu t'identifies plus à la personnalité de l'athlète, ce qui est totalement logique quand tu débutes et tout ça, tu t'identifies à quelqu'un. Mais du coup, tu ne copies pas sa personnalité, tu copies sa technique sans passer par toutes les étapes où il est passé, ce dont parlait Ben tout à l'heure. Après, si on revient aux raisons qui peuvent nous pousser à faire un changement technique, la plus évidente, bah, c'est le règlement. Parce que là, on parle de 3 mouvements et pas de musculation ou de prépa physique. Et là, cette année, on a eu l'exemple avec le changement des règles du bench. Bon, bah, là, il n'y a clairement pas de choix. Il va falloir amener un changement technique. Et même si c'est pas clairement écrit dans le règlement, cette année, on a pu voir, par exemple, des barres trop basses qui étaient sanctionnées sans donner le squat, l'ordre de squatter au squat. Donc ça, il a fallu faire une adaptation aussi pour certains athlètes. Et je pense qu'on va aller de plus en plus dans cette voie-là avec un sport qui se popularise et qui donc doit être accessible au plus grand nombre et qui est pas voir des choses un petit peu qui rebuteraient le grand public en fait. Oui, c'est ça, t'as très bien recadré la discussion. Bah, finalement, le règlement de votre fédé, c'est celui qui va vous donner les standards à appliquer à vos lifts. Donc, forcément, c'est sur lui qu'on va se baser. Ouais, tout à fait. Bah, effectivement, il faut être, voilà, avoir des blanches en compétition. Donc c'est la première chose qui peut amener un débutant ou même un athlète, parce qu'il n'y a pas que les débutants qui se retrouvent des fois dans des situations compliquées par rapport au règlement, bah, notamment avec la depth au bench et avec. Alors je sais pas du coup, j'imagine que c'est plutôt l'orientation du buste, enfin Oui, la- L'angle, voilà, oui, l'angle mais du du coup, buste. l'angle du c'est buste c'est induit par. voilà, c'est induit effectivement par la position de la barre. Alors même si j'ai l'impression que du coup on essaie de parer ça en mettant la barre basse dans le dos tout en restant un peu droit, mais bon du coup ça peut être un peu compliqué au niveau de l'équilibre. Euh, voilà, mais Bah, effectivement, du coup, il y a ce risque de laisser sa barre tomber. Après, voilà. risque plus ou moins maîtrisé pour certains athlètes. Mais c'est arrivé bah, aux France. Ça arrive en salle parfois même. Donc, voilà. Ouais, c'est possible que ça, effectivement, ça soit lié à ça. Après, ça, c'est les trucs les plus évidents. Après, il y a des choses qui sont un peu plus, des fois, compliquées, comme les fesses qui se lèvent au bench, ou la position des pieds peut rentrer en jeu, le leg drive, etc. Voilà, il y a des situations un peu plus, toujours contenues un peu dans ce cadre de respect du règlement, mais où les modifications sont un peu plus fines à réaliser pour rester dans le cadre légal, si on peut dire. Un autre point qu'on n'a pas encore abordé, c'est les modifications du point de vue de la performance. Donc, toutes ces modifications qu'on va pouvoir mettre en place tout en restant dans le cadre des standards qu'on a évoqués précédemment. Et du coup, ces modifications, elles sont censées nous permettre de pousser plus lourd. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va être plus fort instantanément, en tout cas dans un premier temps, mais ça veut juste dire qu'on va se placer d'une manière à pouvoir produire plus de force. Et pour illustrer ce point-là, on va prendre l'exemple d'une personne qui tire, qui fait du soulevé terre dos droit et qui pense avoir de bonnes raisons de passer dos un peu plus arrondi ou dos rond. À ce moment-là, on pourra faire ce qu'on appelle un rapport coût-bénéfice. Donc, on va essayer d'imaginer qu'est-ce que va nous apporter le dos rond versus bah, qu'est-ce qui va nous coûter. Donc, par exemple, je sais pas, le dos rond va nous apporter un meilleur démarrage au soulevé terre ou un démarrage plus rapide et moins coûteux sur le plan énergétique. Mais en contrepartie, bah, notre verrouillage il peut être catastrophique. Du coup, à ce moment-là, il serait peut-être judicieux de se questionner sur l'intérêt du dos rond dans sa pratique. Ouais, effectivement, c'est toujours un peu notre leitmotiv tout au long de la programmation, de la carrière finalement. Ça va être de gagner en performance et pour ça, on peut peut-être faire une triple balance entre bah, le gain à court terme, comme tu disais, quelqu'un qui va être dos rond, il va pouvoir rapidement décoller la barre, mais il va être en difficulté au lock. Et on va ajouter un troisième point, c'est plutôt le risque de blessure ou les douleurs qui vont apparaître avec le temps. Quelqu'un qui
va squatter forcément avec la barre très bas dans le dos. Il va se retrouver avec des problématiques d'épaule, de coude, certainement de poignet. Et donc du coup, ça va venir un petit peu freiner sa progression parce qu'il va pas pouvoir accumuler autant de travail, par exemple, que quelqu'un qui squatte plus classiquement en essayant d'optimiser un petit peu moins sa position de la barre dans le dos. Et donc ça va être un frein plutôt à long terme puisque ton mouvement va coûter plus qu'un mouvement un petit peu plus neutre. À ce moment-là, moi, il me vient la réflexion de ok, ces athlètes-là, peut-être qu'ils se blessent un petit peu plus souvent que les autres, que ceux qui ont une approche moins extrême, entre guillemets, de la technique. Mais je pense qu'on observe quand même des athlètes qui ont des techniques un peu extrêmes et qui, malgré leur douleur, ils arrivent toujours à s'en sortir quelque part. Ils arrivent à s'en sortir avec des pirouettes acrobatiques, des pirouettes techniques incroyables. Mais bon, en vrai, je dis ça, mais souvent ça va être en changeant un paramètre technique mineur pour justement altérer un peu les sensations de douleur. Et du coup, j'ai quand même l'impression que ces personnes-là arrivent à s'en sortir plus ou moins. Et au final, ils se retrouvent avec des grosses barres. Et moi, ça m'amène à me poser cette question, est-ce que le jeu n'en vaudrait pas la chandelle finalement? Bah, c'est sûr qu'à court terme, c'est un petit peu le bon plan, entre guillemets. C'est-à-dire que tu vas avoir une rapide hausse de tes performances. Maintenant, sur le plus long terme, tu vas toujours être en train de dealer avec des douleurs à droite, à gauche, et tu vas toujours te retrouver, pareil, sur des pirouettes, ce que tu disais, c'est-à-dire entre les séries, tu vas être obligé de faire tant d'activation, de machin. Et du coup, ça va te pourrir. Et même au niveau, je veux dire, mental, au bout d'un moment, ça va être compliqué de maintenir cette motivation tout au long de ta carrière, sachant qu'il y aura forcément des plateaux de stagnation qui sont un peu inévitables au bout d'un moment. Et donc pendant ces plateaux de stagnation-là, mentalement et physiquement, ça va être très dur de maintenir cette technique un petit peu aux extrêmes pour optimiser ta performance. Après, nous, à la salle, on a un peu mis en place le Pokédex de la douleur et on essaye de le remplir. Ben, tu avais un truc à rajouter sur ce point-là? Non, non, moi je pense que la balance bénéfice-risque, elle est toujours difficile à évaluer. Elle est difficile à évaluer parce que on est sur des échelles de temps qui sont pas forcément comparables. C'est-à-dire que si l'augmentation de la performance elle arrive vite, effectivement, et que par contre les douleurs associées elles arrivent à plus long terme, voilà. Ok. Et puis pareil, est-ce que c'est aussi difficile d'identifier clairement le changement technique comme étant la cause de la douleur, dans le sens où derrière, il va y avoir toutes les autres variables d'entraînement qui vont être associées, à savoir voilà, la charge d'entraînement qu'on effectue sur ce mouvement avec la modification technique. Euh, donc peut-être que avec cette nouvelle technique, il va falloir revoir aussi la charge d'entraînement. Et peut-être que cette technique, elle sera bénéfique avec une charge d'entraînement moindre ou plus importante. Euh, donc c'est pas facile à évaluer pour moi cette balance bénéfice-risque. Euh, et pour revenir sur les raisons qui peuvent nous amener à modifier ce changement technique, effectivement, il y a le changement lié à voilà, l'objectif de progression et d'optimisation de la performance. Alors, certains de ces changements, ils seront peut-être plus évidents. Voilà, si il y a un problème qui se, qui se manifeste voilà, visuellement sur vos mouvements ou vraiment une sensation très particulière que vous pouvez ramener à vos choix techniques. Après, il y a aussi la notion qu'on a déjà évoquée d'exploration. C'est-à-dire que dans sa carrière, un athlète peut être amené à se poser la question, voilà, est-ce que je serais pas plus fort si j'écartais ma stance au squat? Est-ce que je serais pas plus fort si je resserrais ma prise au bench, etc. Donc, la question d'exploration se pose toujours. Et donc ça nous amène à, pour moi, la problématique de quand et comment est-ce qu'on est en mesure et en capacité d'implémenter un changement technique de manière efficace. Oui, en général, quand on a affaire plutôt à des débutants, ce que j'essaye de faire, par exemple, dans la programmation, c'est de laisser plusieurs variations assez éloignées les unes des autres. Par exemple, un squat très high bar et un squat bien low bar, par exemple. Et après, essayer d'aller laisser l'athlète chercher un petit peu. Et souvent, le résultat va se situer un peu entre les deux. Et donc, pour ça, déjà, on aura une technique de fixer. C'est ce que je fais à peu près sur tous les mouvements, une variation de largeur des mains au bench. Et comme ça, après, l'athlète, il va de lui-même se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est soit plus agréable, soit qui est plus facile à mettre en place, soit qui lui apporte plus de performance sur le court terme.
Et à partir de là, on va essayer de peaufiner avec le temps. Alors c'est sûr que pour des athlètes plus avancés, eux, ils sont déjà passés par cette logique-là, je pense. Et du coup, ce qui va importer, ça va être plutôt de ramener un petit peu de la diversité dans l'entraînement, parce que je pense qu'il n'y a pas une technique à maîtriser et les autres à jeter un petit peu. C'est euh, pouvoir alterner entre ces techniques-là selon les périodes de blessure, les périodes où tu dois augmenter ta performance à court terme quand tu prépares une compétition. Voilà, il n'y a pas une seule technique. Et je pense que les athlètes doivent un petit peu se détacher émotionnellement de leur technique et pas s'identifier à leur technique en disant moi je squatte de telle manière là et c'est comme ça, c'est ancré dans la roche. Non, ça va forcément changer, soit parce que la personne qui te coach va essayer de te faire explorer une autre piste qui se pense bénéfique pour toi, soit parce que toi-même au bout d'un moment tu vas arriver à vouloir trouver une évolution pour débloquer un palier par exemple. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. Moi, je pense que finalement, au début, par exemple, quand on récupère un athlète débutant, on va essayer d'inférer un petit peu avec ce qu'on voit de sa biomécanique, entre guillemets, de ses leviers, etc. Je pense que ça peut constituer un bon point de départ. Après, le point que tu évoques, de faire deux extrêmes, par exemple, mettre intertradi, intersumo ou un squat high bar, un squat low bar, c'est quelque chose que j'utilise aussi, justement parce que parfois tu peux tomber un peu dans un extrême qui va être bénéfique à l'athlète. Donc, si on reprend l'exemple du squat, parfois on va tomber sur des athlètes qui seront nettement plus forts dans un extrême. Souvent, bah, ça va être du côté du low bar. Mais oui, voilà, ce truc, d'étendre le champ des possibles au départ, c'est une très bonne chose pour justement pousser à l'exploration. Et ensuite, avec le temps, on va réduire ce champ-là. Et voilà, on va laisser venir peut-être un petit peu plus les changements techniques avec justement les suggestions dont on parlait au début. Parce qu'une fois passé la période du débutant, les changements techniques bénéfiques, ils deviennent de plus en plus subtils à détecter pour le coach et même pour l'athlète, ça prend de plus en plus de temps. On va dire que au début, les essais sont un petit peu plus concluants et ensuite, on va procéder par tâtonnement pour éliminer petit à petit les optimisations techniques qui n'auront pas porté leurs fruits. Et le fait de parler de ça, donc d'évoluer avec différentes techniques, ça va me faire un petit détour dans cette conversation pour dire que souvent, dans les salles, ou même sur Instagram, sur les réseaux sociaux, on voit des personnes qui veulent être parfaites techniquement. Alors, je pense que c'est pas une mauvaise chose en soi, il faut chercher, je pense quand même, cette perfection technique, mais il faut être un minimum indulgent pardon, avec soi-même, parce que bah, les gars, on n'est pas des vérins, des presses hydrauliques comme vous voyez sur TikTok, là, les TikTok où on y passe des heures. C'est-à-dire que on va pas pouvoir pousser toujours de la même façon. On n'est pas des robots, on est des systèmes biologiques. Donc parfois on est un peu fatigué, on va moins faire attention. On va par exemple ne pas faire la même pause, ne pas faire la pause au même endroit pardon, au bench par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, ou écarter un petit peu plus les pieds au squat de quelques centimètres. Mais tout ça, notre corps il y est préparé en soi via ce qu'on a fait auparavant. En tout cas, mon point de vue, c'est que c'est pas très grave si c'est léger. Maintenant, si vous écartez vos pieds de 30 centimètres de plus, là, il risque d'y avoir un problème. Et vous allez le ressentir, je pense, quoi qu'il arrive. Voilà, pour cette partie-là, je pense qu'on a fait un bon état des lieux. Bah, Ah, vas-y, Ben, excuse-moi. ouais, désolé, voilà, je voulais revenir sur effectivement le moment et la manière d'implémenter un changement technique. Bon, on l'a dit, chez le débutant, ça va être. J'aime bien cette image de dégrossir. Voilà, c'est un peu comme si on mettait les briques, on construisait le gros de la maison. Et puis ensuite, il vient le temps de faire la peinture et de mettre les meubles. Et donc là, c'est un petit peu plus délicat et un petit peu plus. C'est ton côté ingénieur qui parle, là. Oui, bah, je suis ingénieur en bâtiment, tout à fait. Non, non. Mais donc pour moi, pour un athlète qui est plus avancé, qui est plus, on va dire déjà intermédiaire et avancé, pour moi, le moment et la façon d'implémenter le changement technique va devenir quand même assez important. Euh, et il me paraît évident que c'est pas à l'approche d'une compétition, même si on a déjà à ce moment-là l'intuition que tel changement technique pourrait être pertinent. Alors on peut prendre l'exemple extrême de passer par exemple d'un soulevé de terre tradi à un soulevé de terre sumo.
mais ça peut être aussi changer voilà, sa stance au squat ou sa largeur de grip au bench. Pour moi, à part des cas très très précis où le moment où voilà, on doit travailler avec une douleur, et là ça peut forcer à faire un changement assez brutal et assez immédiat, il me paraît évident que c'est pas voilà, à l'approche d'une compétition ou dans un moment où mentalement on est un peu en difficulté, où on a besoin de retrouver de la confiance, etc., que le moment est le plus opportun pour implémenter un changement technique assez conséquent. Donc pour moi, il y a quand même à partir d'un certain stade, une petite stratégie à mettre en place sur le moment où on va explorer des modifications techniques. Un peu de la même façon que c'est pas nécessairement avant une compétition, sur le dernier bloc qui précède une compétition, qu'on va explorer des nouvelles stratégies de picking ou des nouvelles stratégies qu'on n'a jamais testées à l'entraînement. Donc ça me paraît. Et je pense qu'on est tous passés par là, on a tous fait avant une compétition, de se dire ah ben finalement je me sens pas bien sur ma technique actuelle, peut-être parce que la charge d'entraînement n'était pas adaptée, on est fatigué, on a des contre-performances. Pour moi, c'est pas à ce moment-là qu'il va falloir tout changer et finalement se retrouver généralement plus dans l'embarras qu'on l'était déjà au départ, quoi. Ouais, c'est très intéressant que tu parles de ça parce qu'il y a des schémas en fait qu'on revoit revenir souvent. Alors souvent c'est des profils un petit peu plus débutants, mais même intermédiaires voire avancés, on le retrouve. C'est soit des athlètes qui sont un peu dans une mauvaise phase, qui veulent absolument tout changer. Donc c'est pour ça que je parlais un peu de détachement émotionnel tout à l'heure. C'est pas parce que tu fais une bar ou que tu perds pas sur ce bloc ou quoi ou qu'est-ce que tu dois absolument remettre en question en premier ta technique. Et dans le deuxième schéma qui se répète, c'est souvent à l'approche des compétitions. Moi, je l'ai même vu, même peut-être en dernière semaine de picking. C'est les athlètes qui changent leur technique parce qu'ils se sentent mieux sur une nouvelle technique, parce qu'en fait, ben, ils ont accumulé de la fatigue sur un certain pattern pendant un, 2, 3 blocs, selon la longueur de la prépa. Et en fait, bah forcément, quand ils élargissent par exemple les mains au coucher, hop, tout de suite ça va beaucoup mieux. Mais du coup, souvent, j'ai eu affaire à des athlètes qui veulent changer de technique en plein picking. Et donc, c'est pas vraiment ça. Il faut arriver à leur faire comprendre que accumuler de la fatigue, c'est normal et qu'il faut passer par des phases difficiles pour après en voir les bénéfices un peu plus tard, quoi. Oui, oui, je suis d'accord. Et au-delà de ça, je pense il y a une notion que Ben quand il parlait, ça me l'a rappelé. C'est cette idée de magnitude et d'ampleur du changement technique. Donc, si votre athlète, même je pense qu'à l'approche d'une compétition, si votre athlète met en place un changement technique très mineur qui perturbe pas vraiment son pattern, pour autant que ce soit justifié, hein, par exemple, souvent ça va être une douleur, une vraie douleur et pas une fatigue, ça peut ne pas être catastrophique, entre guillemets, ou alors passer inaperçu. Après, voilà, si c'est une grosse modification technique, et je pense que c'est de celle-là dont tu parlais, Johan, une plus ou moins grosse modification qui va venir perturber votre pattern, bah là, à ce moment-là, oui, c'est au coach de recadrer son athlète et de lui dire ok, déconne pas, gros. Voilà. Exactement. Ouais, c'est un peu ça, et ça nous ramène finalement à la notion de comment implémenter un changement technique. Et bah, pas comme ça, pas comme on vient de le dire, parce Voilà, que exactement, ouais. pour l'avoir déjà vécu et vécu chez des athlètes, euh, du coup, il y a ce piège, parce que tu as parlé, Johan, effectivement, de la personne qui changeait sur la dernière semaine de picking, mais il y a aussi celui qui va changer à 3 semaines de la compétition. Et pendant une semaine, il va se sentir beaucoup mieux sur la nouvelle technique, et puis ensuite, il va se retrouver exactement dans la même situation qu'avec l'ancienne technique, puisqu'il bah, du coup, il aura reconstruit de la fatigue sur cette nouvelle technique, Ouais, et exactement. se retrouver de nouveau fatigué et contre-performer le jour de la compétition. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite dédicace à un coach de strength development qui n'est pas dans le podcast aujourd'hui et qui se rappellera de cette situation qu'on a traversée ensemble. D'ailleurs, David, t'étais là aussi sur le plateau ce jour-là. Après, sur la façon d'implémenter, enfin, ça m'amène à la façon d'implémenter le changement technique. Pour moi, on l'a déjà dit au début, la technique, l'optimisation technique, c'est un processus sur le long terme. Et ben, le changement technique, pour moi, pour voir s'il est efficace, alors déjà dans son implémentation, si c'est un changement technique majeur, par exemple élargir sa stance au squat, si l'objectif c'est de l'élargir beaucoup, bah, pour moi il va être préférable de le faire progressivement pour plusieurs raisons. Un, déjà pas, voilà, pas perdre totalement ses repères, et surtout deux, bah, pour pas mettre en danger un peu les structures qui vont se retrouver plus sollicitées par cette nouvelle technique. Donc soit on peut le faire
un peu plus brutalement en termes techniques, mais en répartissant, comme on l'a dit tout à l'heure chez les débutants, avec des séances qui seront faites avec cette nouvelle technique et des séances avec une technique plus proche de l'ancienne exécution, soit voilà, en divisant finalement voilà, l'écartement, par exemple de la stance au squat ou du grip au bench, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs blocs. Et de la même façon, pour juger de l'efficacité de ce changement, bah, il va falloir du temps. Il va falloir du temps parce que c'est pas impossible qu'on passe par une phase où on trouve ça beaucoup mieux parce qu'effectivement on est plus frais, puis par une phase où il y a de la fatigue qui s'accumule. Et pour moi, il va falloir plusieurs blocs, ou au moins un bloc entier selon la durée de vos blocs d'entraînement, pour savoir si ce changement a une chance d'être pertinent à long terme ou pas. Donc cette notion de temps, elle est importante et c'est pour ça que le changement technique, voilà, doit pas se faire sur un coup de tête. Il doit pas se faire brutalement. Enfin, en tout cas, c'est une décision qui doit être prise et implémentée sur le moyen terme au moins avant de pouvoir tirer des conclusions. Je suis totalement d'accord avec ce point. C'est-à-dire que, par exemple, si on a 5 impléments dans la semaine au bench, on va d'abord venir travailler sur un implément et venir, par exemple, resserrer l'écartement des mains et voir comment ça se passe quand on accumule un petit peu de travail sur cette variation avant de l'étendre à d'autres entraînements dans la semaine ou d'autres formats, par exemple, dans la semaine, avant d'en faire un changement majeur et d'en faire peut-être votre variation comp à plus long terme. Et puis, il faut pas oublier aussi que votre athlète, si vous lui donnez 5 Q d'un coup, il va pas les appliquer, tout simplement. Il va passer outre. Lui, ce qu'il veut, c'est forcer, les gars. Il fait de la force, il veut forcer. Et en fait, pour finir sur ce point-là, je pense que ça serait cool qu'on puisse donner quelques exemples. Parce que voilà, là, on a été assez synthétique, assez succinct. Et du coup, j'aimerais qu'on puisse donner à nos lecteurs, j'allais dire, mais à nos auditeurs, certains exemples de nous, comment on implémente un changement technique. Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est que d'abord, deux choses. Soit j'essaye, je l'implémente dans un premier temps sur un deload, un pivot, quelque chose comme ça, peut-être avec une variation un peu plus appropriée, juste histoire de tester dans un premier temps comme ça, on va dire une étude pilote, si je puis dire. Et ensuite, pourquoi pas aussi lui faire essayer sur ses échauffements, par exemple, ou sur quelques back-off, mais peut-être pas directement sur des séries éprouvantes, même si ça sera pas forcément transférable après sur du plus lourd, mais déjà dans un premier temps, voir s'il a compris la Q ou le changement technique qu'on veut lui apporter. Donc je pense que ça peut être une bonne chose. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Ah bah, c'est sûr que s'il y a sauf urgence, le changement technique, par urgence j'entends blessure, douleur vive, enfin, quelque chose d'insoutenable, le changement technique il va se faire plutôt loin des compétitions, donc une période de deload, une période de pivot, une période de transition, un peu comment vous les appelez, mais peu importe. Et ça va dépendre du temps qu'on a à accorder au développement de cette nouvelle technique. J'entends par là par quelle fréquence on va travailler le mouvement. Donc c'est sûr que si vous avez un terre dans la semaine, vous n'allez pas tout changer votre terre. Là, il va falloir implémenter des back-off, comme disait David, avant de l'étendre sur les straight sets ou sur les séries à haute intensité. Mais par exemple, sur votre bench, vous pouvez mettre un implément d'abord, mais je pars du format peut-être le moins spécifique et voir comment ça réagit avant d'aller chercher de la haute intensité ou des rep range plus spécifiques à la compète. C'est ça, l'idée, c'est pas de venir trop perturber les habitudes de son athlète, entre guillemets, pour faire ça justement progressivement. Ouais, tout à fait. Et après, pour revenir sur le cas, par exemple, du deadlift où on aurait qu'une fréquence, enfin une séance unique dans la semaine, bah là, ça peut être l'occasion de faire ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, si l'objectif c'est d'élargir son sumo, de passer d'un semi-sumo ou d'un sumo pas très large à un sumo plus large, et ben d'y aller vraiment step by step en élargissant, voilà, de peut-être 1 centimètre de chaque côté et d'y aller très progressivement comme ça, de voir comment on se sent déjà en élargissant un minimum et puis de construire à partir de ça. Ça, c'est une autre possibilité, voilà, pour le bench. Donc effectivement, s'il y a 5 bench dans la semaine, ben, on a la possibilité, on va dire entre 3 et 5 bench dans la semaine, on a la possibilité par exemple, de modifier la technique sur un ou deux bench, tout en gardant les autres sur l'ancienne l'exécution. Voilà, finalement, pour moi, il y a plein de façons de l'implémenter.
Le tout étant de garder cette notion de progressivité et de notion de bah, je me laisse le temps de voir ce que ça donne. Et non pas je veux un résultat immédiat. Oui, voilà, c'est ça. Je vais enchaîner sur un autre point et ça sera le dernier. C'est un phénomène qu'on peut parfois voir sur les réseaux sociaux. Ça va être l'obsession que certains coachs ou athlètes vont avoir envers la technique. Ce que je veux dire par là, c'est que certains se sabotent, entre guillemets, eux-mêmes à vouloir avoir la technique parfaite ou qui leur semble parfaite. Quand je dis ça, j'ai un exemple qui me vient en tête. Excuse-moi si tu te reconnais dans mes paroles. C'est pas du tout pour t'offenser, hein, mais je me souviens on m'avait envoyé une story il y a un moment. C'était quelqu'un qui traçait une ligne pile au milieu de sa story, de sa vidéo, pour justement voir s'il était symétrique sur son lift. Et il faisait ça apparemment assez souvent. Et du coup, bon, j'ai pas le contexte, donc on va faire un petit disclaimer. J'ai pas le contexte, peut-être qu'il avait des douleurs associées à son asymétrie, ou qu'il pensait que ça en était la cause. Mais voilà, déjà, bah, pour qu'on soit sûr que vous ayez une asymétrie, il y a des tests. Je pense notamment au test, à l'indice, pardon, de symétrie des membres inférieurs, le LSI en anglais, si je dis pas de bêtises, qui est en gros un rapport entre la force de votre membre le moins fort sur bah, la force développée par votre membre le plus fort, en gros. Hein. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est tout ça pour dire que c'est certainement pas avec une vidéo prise sous un angle hasardeux que vous allez vous dire, ok, si je shift de ce côté-là, c'est à cause de tel ou tel muscle, parce qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, en considération. Et puis bien souvent, ce qu'on voit, c'est des gens qui vont se focaliser et qui vont se plaindre de petites asymétries, alors que justement, à ce moment-là, bah, c'est pas grave. La plupart du temps, vous pourrez lifter comme ça tout au long de votre carrière, ça va pas vous poser de soucis. Et si ça se trouve, c'est votre cas, mais comme c'est tellement minime, vous en êtes même pas rendu compte. Donc tout ça pour dire que parfois l'obsession technique, l'obsession pour la technique, ça peut vous faire dévier un petit peu de l'objectif final, qui va être la prise de force, progresser sur vos charges, etc. Et voilà, c'est en ça que je trouve que ça peut devenir problématique. Moi, effectivement, je remarque, j'ai souvent remarqué. Alors, je pense que d'une façon ou d'une autre, c'est peut-être un passage obligé on en a déjà discuté, David, mais pour moi, c'est peut-être un passage, voilà, une étape par lequel tous les athlètes et tous les coachs, voilà, qui ont été athlètes avant d'être coach passent. C'est cette phase un peu d'obsession pour la technique. Par obsession, j'entends que bien évidemment la technique est importante, bien évidemment l'optimisation technique c'est un processus indispensable et nécessaire à la progression de l'athlète au fur et à mesure de sa carrière. Mais pour moi, je garde cette idée que peu importe la technique à un moment donné, peut-être que c'est pas la technique qui offre le meilleur potentiel de progression à long terme à l'athlète, mais à moins que l'athlète soit déjà champion du monde ou ait 30 ans de pratique, 30 ans de bonne pratique, il pourra toujours progresser sur cette technique. Voilà, à moins que cette technique soit de façon évidente non appropriée, voilà, qu'elle occasionne sans arrêt des douleurs ou qu'elle soit pas dans le cadre de ce qui doit être fait en compétition. Donc, pour moi, c'est pour ça que ça revient au fait qu'il n'y ait pas urgence pour implémenter un changement technique. En général, un athlète, il aura toujours de la marge de progression avec la technique qu'il a à l'heure actuelle. Ouais, c'est ça, je connais très peu de personnes qui sont capables de répéter au millimètre pendant je sais pas combien de séries, combien de semaines, combien de blocs, combien d'années, exactement le même mouvement au millimètre. Il faut se poser un petit peu la question, est-ce que l'erreur technique va amener à un fail ou est-ce qu'elle est due à la fatigue, est-ce qu'elle est due à une douleur avant de taper dessus ou de venir vouloir modifier cet élément-là. Il y a énormément de choses à regarder autre part que la technique. Et ça va un petit peu avec ce qu'on disait, il faut laisser un petit peu ce tâtonnement à l'athlète et de lui-même, soit il va se corriger, soit là on va devoir intervenir. Mais voilà, il ne faut pas en regarder en premier forcément la technique. Bah, ne serait-ce que la fatigue au cours d'une série peut modifier votre technique. Par exemple, vous faites une série de 6, 8, 10 répétitions. Il y a de fortes chances qu'à partir de la cinquième, ou en tout cas au moment où il y a une fatigue qui s'installe, bah, votre technique soit perturbée. Je pense qu'il faut quand même vouloir maintenir sa technique au maximum, mais il y a un moment où c'est plus possible. Donc à ce moment-là, c'est pas la peine de regarder pendant 30 minutes votre vidéo à la fin de votre séance et de vous dire oh là j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Oui, vous auriez pu le faire, vous l'avez pas fait parce que vous étiez fatigué. Donc ça c'est aussi un point
enfin, c'est un point important. Juste pour revenir là-dessus, c'est intéressant parce que tu parlais des séries des séries longues. J'avais fait un test à l'époque avec un athlète bon, c'était dans le cadre d'un projet en master en STAPS à Toulouse. Euh, on avait fait filmer des séries longues. Et en fait, ce que tu t'aperçois, c'est que globalement, la trajectoire s'améliore plus tu arrives vers des RPE élevés, ce qui finalement est assez cohérent puisque la demande, enfin voilà, la demande en termes d'efficacité bah, s'intensifie. Donc, tu arrives à des trajectoires qui sont bien meilleures sur en fin de série, voilà, quand tu arrives sur un RPE plus élevé qu'en début de série. Et par contre, c'est pas nécessairement associé à une belle technique, c'est-à-dire que la technique est pas forcément une technique d'école, mais toujours est-il que niveau trajectoire, c'est grandement amélioré. Donc je pense qu'il y a aussi une dichotomie entre ce que tu perçois comme une technique bonne et ce qui est une technique bonne, qui est une technique efficace. Et donc des fois, on a vite fait de se dire, bon bah j'ai raté cette barre, et ça c'est un raisonnement qu'on voit souvent, j'ai raté cette barre parce que ma technique n'était pas bonne. Euh, Souvent, il y a de grandes chances que tu as raté cette barre parce que voilà, tu étais fatigué ou que t'avais simplement pas la force pour la faire ce jour-là. Ouais, et pour revenir sur ce que tu dis, Ben, je pense que c'est aussi intéressant pour des athlètes et des coachs de justement des fois regarder quand votre athlète, vous pensez qu'il s'est désaxé de sa technique, s'il le fait souvent, c'est peut-être que c'est cette position-là qui lui est bénéfique. Je pense par exemple, un truc tout bête, mais un soulevé terre, on va chercher à ancrer ses hanches. Si votre athlète ancre ses hanches assez haut et que vous le forcez à les ancrer assez bas, c'est peut-être que dans cette position dans laquelle vous l'avez mis, par exemple, quand je dis position, ça peut être largeur, la largeur de pied au sumo, etc. Dans cette position-là, peut-être que ses hanches, elles s'ancrent au niveau où l'athlète peut produire le plus de force. Donc c'est peut-être pertinent d'aller chercher à ancrer ses hanches à ce niveau-là plutôt que de forcer votre athlète à les ancrer un petit peu plus bas, quoi. De toute façon, avec la très haute intensité, votre technique va forcément être dégradée. Sinon, vous ferez partie de l'élite mondiale et encore. Donc, ça sert à rien un petit peu de chercher à enfoncer des portes ouvertes en disant oui, ma technique est assez dégradée. Forcément, quand vous êtes proche de votre 1RM, et il va y avoir des petites fautes. Maintenant, tant que les éléments un peu immuables sont respectés, que les grandes lignes de votre technique, vous les avez mis en place, c'est pas la technique qu'il faudra blâmer, il faudra regarder, bah, effectivement, du côté de la fatigue, est-ce que c'était trop lourd, tout simplement. Et je Exact. voudrais aussi revenir sur un autre point, bah, ça c'est un peu l'école old school. Euh, Effectivement, il va falloir être progressif dans la façon dont vous développez votre technique, vous amenez des nouveaux éléments, mais il va falloir exposer cette technique à de la plus haute intensité forcément. C'est l'école un peu old school de dire bon bah on fait de la technique, du coup on met pas lourd, et puis dès qu'on va arriver sur lourd, bah forcément il va y avoir des erreurs techniques. Bon, ça veut dire qu'on n'a pas assez travaillé la technique, donc on remet encore moins lourd, et finalement comme ça vous vous enfermez dans un cercle où bah, vous forcez jamais et vous exposez jamais votre technique à des hautes intensités, et puis vous progresserez jamais. Bah, c'est clair, c'est pas le même type d'effort entre 50% de son RM et 80%. Donc j'ai envie de même dire, je vais pas dire, aller jusque dire que c'est pas le même mouvement, mais voilà, comme c'est pas du tout le même type d'effort, bah forcément, bah, comme je disais tout à l'heure, la fatigue impacte la technique. Le ressenti, je pense, à quel point votre barre est lourde sur votre dos, etc., impacte votre technique. Rien que psychologiquement, bah, il faut être plus dedans, etc. Donc ça peut avoir des impacts. Donc oui, travailler sa technique à 50% de son RM et avoir un dos, pour les adeptes du dos parfaitement droit et du squat high bar as tout grasse, bah oui, à 50% du RM, je connais personne qui n'y arrive pas. Bon, il y en a sûrement hein, qui n'ont pas forcément la mobilité suffisante ou quoi, mais en tout cas, voilà, avoir une technique parfaite à 50% de son RM, ça ne veut pas dire que ça sera le cas quand vous mettrez plus lourd. Moi conclure, je ne sais pas, vous rajouterez derrière des choses si vous en avez envie, mais pour revenir sur cette notion d'obsession, d'optimisation technique, je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment néfaste pour un athlète si ça le détourne de sa mission principale à l'entraînement, bah, qui est de soulever les charges qu'il a soulevées avec le maximum de vitesse possible, le maximum d'intention possible et l'enfermer peut-être dans un espèce de cercle vicieux
où il revient sans arrêt, il remet sans arrêt en cause sa technique, son exécution. Il est sans arrêt en train de se focaliser sur 10 cues différentes pendant qu'il est en train d'exécuter le mouvement. Et finalement, il se retrouve dans un cercle vicieux où il progresse pas, et surtout où il est sans arrêt en train de remettre tout en question. Et ça, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà vécu. Pour moi, c'est pas une situation qui est bonne, qui est souhaitable pour un athlète. Donc, que l'optimisation technique au cours de la carrière d'un athlète soit un enjeu majeur, oui. Que l'optimisation technique devienne une obsession qui finalement ruine les séances et dégrade l'exécution des séances d'un athlète et sa perception de l'entraînement, et le met dans un état psychologique finalement qui est pas bon. Pour moi, ça peut véritablement être un problème, et je pense que c'est un problème qu'on peut retrouver chez pas mal d'athlètes débutants ou intermédiaires. Ouais, c'est sûr, ça peut faire en sorte de ne pas créer un environnement sain, je pense, pour l'athlète. Donc quelque chose où il se sente bien, où il puisse évoluer. Et du coup, bah oui, je vois ce que tu veux dire, dans le sens, bah, je pense que moi aussi je l'ai vécu, hein. Moi je me souviens des fois où je me filmais, j'avais acheté un GorillaPod pour les plus anciens, aimanté, je l'aimantais dans le rack à squat, mais en haut pour avoir ma technique du dessus, vue du dessus. Et spoiler alert, ça a servi à rien. Ouais, et je tenais à préciser que ce podcast était sponsorisé par Squat University, hein, voilà. Donc, Ok les gars, je pense ce podcast arrive à terme. Donc on remercie Johan de s'être rejoint à nous pour cette discussion qui était fort intéressante. Et on vous dit à la prochaine pour un prochain podcast. Bah, ce fut un plaisir, les gars. Merci à vous. allez, salut tout le monde. Salut. Nous vous remercions d'avoir suivi ce podcast. Nous remercions également Johan pour sa présence et ses interventions de qualité. Si vous souhaitez accéder à plus de contenu ou d'informations sur nos services de coaching, rendez-vous sur www.strengthdevelopment.fr. Le lien est dans la description. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous donner votre avis et vos suggestions pour les prochains podcasts en nous laissant un commentaire ou en nous écrivant sur nos réseaux sociaux. Vos retours sont précieux et ils nous permettent d'améliorer notre contenu pour répondre à vos attentes. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à partager celui-ci avec votre entourage. Et moi, je vous dis à très bientôt.